La pluie s'abattait sur le cimetière de Montparnasse comme un verdict divin, transformant la terre fraîchement remuée en une boue noire et gluante. Théo, les poings serrés dans les poches de son manteau noir, fixait le cercueil de son frère aîné qui descendait lentement dans la fosse, tandis que les mots du prêtre se perdaient dans le tumulte de l'averse. « Je ne le prendrai pas, murmura-t-il d'une voix rauque, assez fort pour que la famille, regroupée sous les parapluies, l'entende comme un blasphème. Émeric, 14 ans à peine, se tenait à l'écart, trempé jusqu'aux os, ses cheveux blonds collés à son front pâle. Il avait vu son père, ce géant bourru nommé Laurent, s'effondrer sous un camion un mois plus tôt, et maintenant, son oncle le seul parent restant le rejetait comme un paquet indésirable. Les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues, mais il ne pleurait pas, il haïssait déjà, d'un haine muette et viscérale, cet homme élégant aux yeux verts qui avait fui toutes les responsabilités familiales pour une vie de solitude parisienne. Lorsque le prêtre prononça l'amène finale, Théo tourna les talons sans un regard pour le garçon. Il ira à l'assistance publique, lança-t-il à sa tante âgée, qui hocha la tête en essuyant ses lunettes embuées. Émeric sentit son monde s'effondrer une seconde fois, orphelin, abandonné, invisible. Ce soir-là, dans le dortoir froid d'un foyer de la banlieue, il serra contre lui la montre de son père, jurant en silence de ne jamais pardonner à l'homme qui l'avait rayé de sa vie. Théo rentra chez lui, dans son appartement haussmannien du Marais, où les murs crème absorbaient les échos de la ville. Il alluma une cigarette, versa un whisky pur malt, et s'effondra sur le canapé de velours usé. À 35 ans, il était architecte freelance, un homme qui dessinait des lignes droites pour compenser les courbes chaotiques de son existence. Laurent avait toujours été le pilier, le marié, le père, Théo, l'ombre, le célibataire éternel qui collectionnait les amants éphémères dans les bars sombres de Pigalle. Un gosse ? Non, merci, avait-il répété à l'avocat lors de la lecture du testament. Pourtant, au fond de lui, une culpabilité rampante s'insinuait, comme une fissure dans une façade impeccable. Les jours suivants passèrent en un brouillard de commandes et de nuits blanches. Théo évitait les appels de sa tante, se plongeant dans un projet de rénovation pour un galeriste du quartier. Mais Émeric hantait ses rêves, ce regard bleu acier, si semblable à celui de Laurent dans leur jeunesse, le transperçait comme une accusation. Un matin, alors qu'il sirotait son café noir à la terrasse du café de Flore, un article dans Le Monde attira son œil, hausse des violences homophobes dans les foyers pour mineurs. Il pensa fugacement à son neveu, se rappelant les ragots familiaux sur la timidité maladive du garçon, ses absences au match de foot, ses lectures voraces de romans interdits. Non, se dit-il en pliant le journal. Ce n'était pas son problème. Il avait ses propres démons, une sexualité qu'il masquait derrière des costumes sur mesure et des sourires polis, un amour passé qu'il avait brisé 10 ans plus tôt. Julien, son premier vrai amour, l'avait quitté pour un vie plus normal, le laissant avec une cicatrice invisible. Théo ne voulait pas d'un enfant qui compliquerait tout. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, en décida autrement. Une semaine plus tard, un coup de fil urgent de l'assistance sociale le tira de son lit à l'aube. « Monsieur Duval, votre neveu Émeric a été hospitalisé. Tentative de suicide. » Les mots cognèrent comme un marteau sur de l'acier. Théo lâcha le téléphone, le cœur battant la chamade. Il enfila un jean froissé, sauta dans un taxi sous la bruine, et fonça vers l'hôpital Necker. Là, dans une chambre au mur vert pâle, Émeric gisait, pâle comme un linceau, un tube nasal relié à une perfusion. Les poignets bandés, il fixait le plafond, les yeux vides. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang » murmura Théo en s'approchant, la voix brisée pour la première fois. Émeric tourna lentement la tête, et dans ce regard, Théo vit non seulement la douleur de l'orphelin, mais une ombre plus profonde, une solitude qui lui renvoyait la sienne propre. « Toi, répondit le garçon d'une voix éraillée. C'est toi qui m'est arrivé. Ces mots, simples et tranchants, transpercèrent Théo comme une lame. Il s'assit au bord du lit, la main hésitante sur l'épaule frêle de son neveu, et pour la première fois, il ne trouva rien à dire. Seulement le silence, lourd de regrets naissants. Les services sociaux insistèrent, en tant que tuteur légal, Théo devait intervenir. Une audience provisoire fut fixée, sinon, Émeric retournerait au foyer, avec les risques que cela impliquait. Théo, piégé par la loi et sa conscience qui s'éveillait, accepta à contre-cœur de le ramener chez lui pour une période d'observation. Émeric, muet comme une pierre, suivit sans protester, son sac à dos cliquetant de la montre paternelle. L'appartement du Marais, avec ses parquets cirés et ses bibliothèques croulantes de livres d'art, sembla s'agrandir sous le poids de cette présence nouvelle. Théo installa Émeric dans la chambre d'amis, autrefois bureau,
et prépara un dîner maladroit, pâte au pesto, vin pour lui seul. On va essayer, dit-il en servant les assiettes, évitant le regard du garçon. Aymeric hocha la tête, piquant sa fourchette dans les nouilles sans appétit. La soirée s'étira en un malaise palpable, ponctué par le ronron du métro sous la rue. Au milieu de la nuit, Théo se réveilla en sursaut, alerté par un bruit étouffé. Il traversa le couloir en chaussettes, poussa la porte de la chambre d'Aymeric. Le garçon était assis en tailleur sur le lit, un vieux Polaroid à la main, lui et son père, riant sur une plage normande. Des sanglots silencieux secouaient ses épaules. Théo hésita, puis s'assit à côté de lui. « Parle-moi, murmura-t-il. Aymeric leva les yeux, rougi par les larmes. « Papa disait que tu étais le plus courageux de nous deux. Mais tu m'as laissé pourrir là-bas. » Théo avala sa salive, la gorge nouée. « J'avais peur. Peur de tout gâcher, comme j'ai gâché ma vie. » Pour la première fois, une brèche s'ouvrit, Aymeric raconta les brimades au foyer, les murmures sur sa mollesse, les nuits où il se cachait pour dessiner des garçons enlacés dans son carnet secret. Théo écouta, le cœur serré. Il reconnut en Aymeric l'écho de sa propre adolescence, ces années à Orléans où il mentait sur ses amis spéciaux pour éviter les coups de son père. « Je ne te laisserai plus seul, promit-il, posant une main sur l'épaule du garçon. Aymeric se raidit, puis se détendit, un premier sourire timide effleurant ses lèvres. Ce geste, innocent, planta pourtant une graine ambiguë dans l'âme de Théo, un mélange de protection paternelle et d'une attirance qui le refoula aussitôt, horrifié. Les jours suivants furent une danse maladroite d'adaptation. Théo reprit le travail, emmenant Aymeric à l'école du quartier, un lycée privé où les uniformes impeccables masquaient les tourments adolescents. Aymeric, avec son accent normand roulant, attira les regards curieux, Théo le déposait en scooter, un casque trop grand sur la tête du garçon, et le récupérait avec un café chaud. Les soirées devinrent rituelles, cuisine partagée, où Théo apprenait à Aymeric les secrets des crêpes bretonnes, et discussions tardives sur Proust ou les films de Truffaut. Pourtant, sous cette façade, les ombres s'allongeaient. Théo surprit Aymeric un soir, fouillant dans son tiroir à pharmacie, cherchant des pilules contre l'anxiété. « C'est pour les cauchemars, avoua le garçon, rougissant. Théo, qui en avala lui-même pour oublier ses nuits solitaires, comprit que la plaie était plus profonde. Il l'emmena chez un thérapeute, une femme douce nommée Claire, spécialisée dans les traumas familiaux. Lors de la première séance, Aymeric se mura dans le silence, Théo attendit dehors, fumant 2 cigarettes, se demandant si cette responsabilité n'était pas un fardeau trop lourd. Un après-midi pluvieux, alors qu'il rentrait d'une promenade le long de la Seine, Aymeric trébucha sur une réponse anodine. « Pourquoi tu n'as jamais de copine, tonton » demanda-t-il, essuyant l'eau de son visage. Théo s'arrêta net sous le pont des Arts, les cadenas d'amour scintillant sous la bruine. « Parce que... ce n'est pas mon truc. » Les mots sortirent comme un aveu libérateur, et pour la première fois, il raconta à Aymeric l'histoire de Julien, les nuits de pleurs, la peur d'être jugé. Le garçon l'écouta, les yeux écarquillés, puis murmura « Moi non plus, c'est pas mon truc. » Les filles, je veux dire. Le silence qui suivit fut électrique, chargé d'une compréhension mutuelle qui les liait plus que le sang. Cette confidence, murmurée sous le crachin parisien, marqua un tournant invisible. Aymeric, libéré d'un poids qu'il portait seul depuis ses premiers émois au collège, commença à s'ouvrir comme une fleur sous le soleil d'avril. Il montra à Théo son carnet de dessins, des portraits délicats de garçons aux regards intenses, inspirés des statues du Louvre ou des passants du métro. Théo, ému, rangea ses propres croquis d'adolescence, ses esquisses passionnées qu'il avait brûlées par honte. « Tu as du talent, dit-il simplement, et Aymeric rougit, un éclat de joie illuminant son visage juvénile. Mais la vie en tandem n'était pas sans heurts. Théo, habitué à sa liberté nocturne, se retrouvait contraint par les horaires d'un adolescent, devoirs surveillés, sorties encadrées. Une dispute éclata un vendredi soir, quand Aymeric rentra tard d'une fête au lycée, les lèvres tachées de rouge à lèvres un baiser volé à un camarade curieux. « Tu me traites comme un prisonnier » cria le garçon, jetant son sac dans l'entrée. Théo, exaspéré par une journée de deadline manquée, riposta « Et toi, tu ignores tout des dangers. Paris n'est pas un terrain de jeu pour tes expériences foireuses. » Les mots blessèrent profondément, Aymeric claqua la porte de sa chambre, et Théo, seul avec son whisky, se maudit d'avoir projeté ses propres peurs. Le lendemain, la réconciliation vint sous forme d'un geste banal, Théo cuisina un coq au vin, recette de leur grand-mère, et glissa une note sous la porte d'Aymeric, « Pardon. On parle ?»
Le garçon émergea, les yeux gonflés, et ils s'assirent à la table en bois patiné. « J'ai peur pour toi, avoua Théo, la voix basse. Le monde n'est pas tendre avec les gens comme nous. » Aymeric hocha la tête, les doigts tremblants autour de son verre. « Je sais. Au foyer, il m'appelait l'APD. C'est pour ça que j'ai essayé de partir. » Théo sentit une rage sourde monter, mêlée à une tendresse protectrice qui le désarmait. Pour compenser, Théo décida d'initier Aymeric à sa Paris secrète. Ils visitèrent le centre Pompidou un dimanche gris, où les toiles abstraites de Matisse semblaient refléter leurs tourments intérieurs. Aymeric s'arrêta devant un nu masculin de Bourdelle, fasciné par la courbe du dos musclé. « C'est beau, non ? Comme si l'artiste l'aimait vraiment. » Théo sourit, un pincement au cœur, l'art est le seul amour qui ne trahit pas. Plus tard, ils déambulèrent dans le Marais, s'arrêtant chez un libraire spécialisé en littérature queer. Aymeric dévora les pages de Maurice de Forster, tandis que Théo, feignant la nonchalance, acheta un essai sur l'identité gay en France post-loi Taubira. Ces moments de complicité tissèrent un lien fragile mais profond, un mélange de fraternité et de mentorat qui effleurait parfois les frontières de l'interdit. Théo surprit un soir Aymeric en train de l'observer dans le miroir de la salle de bain, torse nu après la douche, une admiration muette dans les yeux. Il se rhabilla précipitamment, le cœur battant, se rappelant les règles morales qu'il s'était imposées. « Concentre-toi sur tes études, dit-il d'un ton léger, mais la tension plana comme un nuage orageux. » L'été arriva, torride et moite, transformant Paris en fournaise. Théo proposa un voyage en Normandie, sur les traces de l'enfance de Laurent. Ils louèrent une petite maison près d'Étretat, face aux falaises blanches qui défiaient la Manche. Les jours s'étirèrent en baignades sauvages et promenades sur la plage, où Aymeric, libéré des contraintes urbaines, riait aux éclats pour la première fois. Théo, en short kaki, le regardait nager, admirant la grâce naissante de ce corps adolescent qui s'éveillait à la vie. « Tu me rappelles papa, dit-il un soir autour d'un feu de camp, les vagues murmurant en fond. Aymeric, les joues rosies par le vin cidre, répondit, « Et toi, tu es comme le frère que j'aurais voulu avoir. Ou plus. » Ces mots, innocents dans leur bouche d'ado, firent naître une alarme chez Théo. Il se leva abruptement, prétextant la fatigue, et s'enferma dans sa chambre. Allongé dans l'obscurité, il lutta contre une vague de désirs coupables, se flagellant mentalement. Aymeric n'était pas un amant potentiel, c'était son neveu, un enfant brisé qu'il devait protéger. Pourtant, dans les rêves qui suivirent, leur corps s'entremêlait sous les étoiles normandes, un fantasme qu'il chassa au réveil avec une douche froide. De retour à Paris, la réalité reprit ses droits. Aymeric s'inscrivit à un club de théâtre au lycée, où il incarna un jeune Werther tourmenté, gagnant les applaudissements timides de ses pairs. Théo assista à la représentation, fier et ému, offrant après un bouquet de marguerites fleurs de l'innocence. Mais ce soir-là, un incident fissura leur bulle. En rentrant, ils croisèrent un groupe d'hommes éméchés près du métro Saint-Paul. L'un d'eux, sentant l'intimité entre l'oncle et le neveu, lança une insulte homophobe, et, la famille arc-en-ciel, rentrez-vous le soir? Aymeric pâlit, mais Théo, la bile montant, se tourna et cracha, occupez-vous de vos oignons, bande de crétins. La bagarre fut brève mais violente, un coup de poing échangé, du sang sur la chemise de Théo, et la fuite sous les sirènes approchantes. Chez eux, Aymeric pensa la lèvre fendue de son oncle avec des gestes maladroits, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu t'es battu pour moi » murmura-t-il. Théo, la douleur irradiant, répondit, « Parce que tu es à moi maintenant. Personne ne te touchera. » Dans cet instant, leurs regards se verrouillèrent, et un silence chargé s'installa, où l'air crépita d'une tension nouvelle. Aymeric se pencha, effleurant presque les lèvres de Théo, mais ce dernier recula, le cœur en vrac. « Non, Aymeric. Pas comme ça. » Le rejet blessa le garçon plus qu'il ne l'admit. Les jours suivants, il se referma, évitant les regards, se perdant dans ses dessins solitaires. Théo, rongé par la culpabilité, consulta Claire en urgence. « C'est de l'idolâtrie adolescente, diagnostiqua la thérapeute. Il vous voit comme un sauveur, un modèle. Fixez des limites claires. » Théo acquiesça, mais intérieurement, il doutait, était-ce seulement de l'idolâtrie, ou le début d'un amour maudit, nourri par leur solitude partagée? L'automne apporta des feuilles rousses et un vent froid qui balaya les boulevards. Aymeric fit la connaissance de Lucas, un camarade de théâtre, un garçon aux boucles châtains et au sourire espiègle. Ils passèrent des après-midi à répéter des scènes de Roméo et Juliette, riant aux éclats dans le salon de Théo. « Jaloux ?
Théo se le demanda, observant leurs étreintes théâtrales. Il est mignon, dit Aymeric un soir, les yeux pétillants. Théo força un sourire, invite-le à dîner, si tu veux. Mais au fond, une pointe acérée le transperçait non pas paternelle, mais possessive. Le dîner avec Lucas fut un succès, rire, anecdotes lycéennes, et Théo jouant l'hôte parfait avec son Bordeaux millésimé. Pourtant, quand Lucas partit, Aymeric s'attarda dans la cuisine, lavant la vaisselle en silence. « Merci pour ce soir, dit-il enfin. Théo, essuyant un verre, répondit, « Tu mérites d'être heureux. » Aymeric se tourna, les yeux brillants, « Et toi? Quand seras-tu heureux ?» La question plana, suspendue, jusqu'à ce que Théo pose le verre et, dans un élan impulsif, prenne le garçon dans ses bras. Une étreinte platonique, censée réconforter, mais qui s'éternisa, leur cœur battant à l'unisson. Cette nuit-là, Théo ne dormit pas. Il arpenta l'appartement, fumant à la fenêtre, contemplant les lumières de Notre-Dame au loin. Il savait que la frontière s'effritait, leur lien, forgé dans la douleur, glissait vers l'inextinguible. Et quand, à l'aube, il entendit la porte de la chambre d'Aymeric s'ouvrir, il se tourna, prêt à affronter l'inévitable. Aymeric entra dans le salon en pyjama froissé, les cheveux en bataille, un carnet serré contre sa poitrine. « Je n'arrive pas à dormir, murmura-t-il, s'asseyant sur le canapé sans y être invité. Théo, une tasse de café fumant en main, hésita, puis s'installa à l'autre bout du meuble, maintenant une distance prudente. « Les répétitions avec Lucas, demanda-t-il, tentant la légèreté. Aymeric secoua la tête, les yeux baissés. « Non. C'est toi. Toujours toi. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de leur fragile équilibre. Théo sentit son pouce accélérer. « Aymeric, on en a parlé. Je suis ton oncle. Ton tuteur. » Le garçon releva la tête, un éclat rebelle dans le regard. « Et alors ? Papa disait que la famille, c'est ce qu'on choisit, pas ce qu'on subit. Tu m'as choisi, non ?» Théo avala difficilement, les arguments moraux se heurtant à la vague d'émotions brutes. Aymeric ouvrit son carnet, révélant une esquisse récente, Théo endormi sur le canapé, la ligne de sa mâchoire soulignée d'un trait tendre, presque érotique. « Je te vois comme ça. Pas comme un oncle. » L'air se chargea d'une électricité palpable. Théo ferma les yeux, luttant contre l'envie de tendre la main, de caresser cette joue encore enfantine. « C'est impossible, dit-il enfin, la voix rauque. Ça nous détruirait tous les deux. » Aymeric se leva d'un bond, les larmes perlant. « C'est déjà détruit. Sans toi, je suis rien. Avec toi, je suis vivant. » Il quitta la pièce en claquant la porte, laissant Théo seul avec le dessin, qu'il froissa dans son poing avant de le lisser, hanté par sa beauté coupable. Les semaines suivantes furent un champ de mine émotionnel. Aymeric s'éloigna, multipliant les sorties avec Lucas, rentrant tard avec des excuses laconiques. Théo, noyé dans le travail, accepta un contrat à Lyon pour une semaine, espérant la distance apaiserait les tensions. Mais au train, son esprit vagabondait, souvenir de Laurent, riant avec Aymeric sur la plage, ses propres nuits solitaires, cherchant en vain un amour sans chaîne. À Lyon, il céda à une vieille tentation, un rendez-vous avec un architecte rencontré en ligne, un homme nommé Romain aux épaules larges. Leur nuit fut physique, débridée, mais au matin, Théo se sentit vide, le fantôme d'Aymeric planant sur les draps froissés. De retour à Paris, il trouva l'appartement désert. Un mot sur la table, parti chez Lucas. « Ne m'attends pas. » La panique le saisit non pas pour la fugue, mais pour le vide qu'elle creusait. Il appela Lucas, obtint une adresse dans le 18e, et fonça en taxi sous la nuit automnale. La fête battait son plein dans un squat étudiant, musique techno, corps entremêlés, odeur de sueur et de hache. Aymeric, au centre d'un cercle, dansait avec un inconnu, les lèvres humides de baisers volés. Théo le tira par le bras, ignorant les protestations. « On rentre ? » « Maintenant. » Dans le taxi du retour, le silence fut orageux. Aymeric, les yeux rougis par la fatigue et la colère, explosa enfin, « Tu me contrôles comme si j'étais ton jouet. Tu refuses ce qu'on pourrait avoir, et après tu me punis pour chercher ailleurs. » Théo, les tempes battantes, répondit d'une voix tremblante, « Ce qu'on pourrait avoir ? De l'inceste ? De la honte ?» Le mot claqua comme un fouet, et Aymeric se recroquevilla, murmurant, « Pour toi, c'est de la honte. Pour moi, c'est de l'amour. » À la maison,
la confrontation culmina dans le salon éclairé par une lampe tamisée. Aymeric, acculé contre le mur, cria ses vérités, les nuits au foyer où il fantasmait sur Théo comme sur un héros de roman, la découverte des photos d'amants dans l'ordinateur de son oncle, qui avait cristallisé son désir. Théo, déchiré, avoua à son tour l'attirance qu'il combattait, les rêves où il cédait, la terreur de trahir Laurent. « Je t'aime, Aymeric. Mais pas comme ça. Pas encore. » Le « pas encore » fut une erreur fatale, Aymeric s'effondra en sanglots, et Théo, impulsif, le prit dans ses bras. Leurs lèvres se frôlèrent à un baiser avorté, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient nommer. Ils se séparèrent, haletants, et Théo s'enfuit dans sa chambre, verrouillant la porte. Cette nuit, il ne dormit pas, il pleura, pour la première fois depuis Julien, maudissant le destin qui avait jeté Aymeric dans ses bras. Le matin, le garçon avait disparu, parti pour l'école sans un mot, laissant un nouveau dessin sur la table, 2 silhouettes enlacées sous la pluie, titré « Interdit ». La routine reprit, mais fracturée. Théo consulta Claire seule, déversant son tourment dans le sanctuaire de son bureau. « C'est une tempête passagère », assura-t-elle. « Donnez-lui de l'espace, trouvez-vous un partenaire adulte. » Théo essaya un dîner avec un ancien amant, un soir au cabaret de la lingerie. Mais les rires forcés sonnaient faux, son esprit revenait toujours à Aymeric, à cette innocence corrompue par leur proximité. Noël approcha, enveloppant Paris d'un manteau de lumière et de vin chaud. Théo décora l'appartement malgré tout, guirlande aux fenêtres, un sapin modeste chargé de boules artisanales. Aymeric, rentrant d'une sortie, s'arrêta net devant la scène. « C'est pour moi » demanda-t-il, la voix petite. Théo hocha la tête, « Pour nous. » Une famille, même bancale. Ils passèrent la veillée à découper des étoiles en papier, riant de souvenirs partagés, Laurent chantant faux sous la douche, les Noëls pluvieux à Orléans. Pour un instant, la tension s'évapora, Aymeric s'endormit la tête sur l'épaule de Théo devant It's a Wonderful Life à la télé. Mais le nouvel an apporta le chaos. Lors d'une soirée mondaine organisée par un client, Théo emmena Aymeric pour l'initier au monde adulte. Le loft surplombant la tour Eiffel bruissait de conversations chics, de flûtes de champagne. Aymeric, en chemise blanche impeccable, attira les regards, un jeune homme en fleurs, vulnérable et magnétique. Un invité, un éditeur quinquagénaire nommé Victor, s'approcha, charmeur, offrant des compliments sur ses dessins. Théo observa de loin, un malaise croissant, tandis que Victor posait une main possessive sur l'épaule du garçon. Jaloux, irrationnel, Théo intervint, « Aymeric, on y va. » Le ton sec alerta Victor, qui ricana, « Protecteur, hein. Attention, les oncles trop collants font jaser. » Dehors, sous les feux d'artifice, Aymeric explosa, « Tu me traites comme un enfant. » Victor est gentil, il m'invite à une expo. Théo, la rage bouillonnante, lâcha, « Gentil. Il te boufferait tout cru. Comme moi, si je n'étais pas ton oncle. » Les mots échappèrent, venimeux, et Aymeric recula, blême. « Alors arrête de prétendre que tu ne veux pas, arrête de me torturer. » Le retour fut silencieux, l'air saturé de non-dits. Chez eux, Aymeric s'enferma, et Théo, ivre de champagne et de remords, frappa à la porte. « Ouvre, s'il te plaît. » Pas de réponse. Inquiet, il força la serrure, Aymeric était assis par terre, un rasoir à la main, les manches retroussées sur des cicatrices fraîches. « Je ne peux plus, murmura-t-il. Théo s'agenouilla, arrachant l'objet, et le serra contre lui, berçant ce corps frêle comme un enfant. « Ne fais plus ça. Jamais. Je suis là. » Aymeric sanglota, et dans ce désespoir, Théo promit l'impossible, « On trouvera une façon. Ensemble. » Cette nuit marqua le point de non-retour. Théo annula ses rendez-vous, veillant au chevet d'Aymeric, changeant les pansements avec des gestes maternels. Le garçon guérit physiquement, mais l'âme blessée exigeait plus. Une semaine plus tard, lors d'une séance chez Claire, Aymeric lâcha la bombe, « Je l'aime. Pas comme un neveu. » La thérapeute, professionnelle, orienta vers un collègue spécialisé, mais le mal était fait. Théo, confronté à ses sentiments, commença à explorer les limites, des livres sur les relations familiales queer, des forums anonymes où d'autres confessaient des amours tabous. Le printemps fleurit, et avec lui, une trêve précaire. Aymeric, soutenu par Lucas, un ami platonique, finalement, se plongea dans le théâtre, préparant une pièce sur l'identité. Théo l'aida au décor, leurs mains se frôlant sur les toiles tendues. Un soir, après une répétition, ils marchèrent le long du canal Saint-Martin,
les cerisiers en fleurs jetant des pétales roses sur l'eau. Et si on partait, proposa Émeric soudain. Loin d'ici, recommencer. Théo rit doucement, où? En Amérique, comme dans tes films? Le garçon s'arrêta, sérieux, pourquoi pas? Là-bas, les gens comme nous sont libres. L'idée germa, tentante, mais Théo la repoussa, trop de complications, trop de fuites. Pourtant, elle planta le doute. Bientôt, un événement vint précipiter le drame, l'anniversaire de la mort de Laurent. Théo organisa une commémoration intime au cimetière, avec des fleurs et un pique-nique sur la tombe. Émeric, ému, lut un poème qu'il avait écrit pour son père. Mais au retour, la douleur ravivée les submergea. Chez eux, Émeric se blottit contre Théo sur le canapé, cherchant du réconfort. « Reste avec moi, murmura-t-il. Théo, faible, céda, leur corps s'enlacèrent, un baiser furtif scellant leur pacte secret. Ce baiser, volé dans l'ombre du salon imprégné d'encens funèbre, fut à la fois salut et poison. Théo, une fois la porte de sa chambre refermée, s'effondra contre le bois, le goût salé des lèvres d'Émeric encore sur les siennes. C'était doux, innocent presque, mais chargé d'une intensité qui le terrifiait. Il passa la nuit à marcher de long en large, consultant son reflet hagard dans le miroir. « Que as-tu fait » À l'aube, il trouva Émeric endormi sur le canapé, un sourire paisible aux lèvres, et le cœur de Théo se serra d'un amour coupable, irrésistible. Ils ne parlèrent pas de ce moment pendant des jours, comme si le silence pouvait l'effacer. Émeric rayonnait, plus confiant dans ses répétitions théâtrales, échangeant des regards complices avec Théo lors des dîners. Théo, lui, sombra dans une culpabilité corrosive, il évita les miroirs, noya ses nuits dans le travail, esquissant des plans d'évasion pour une vie qu'il ne pouvait plus imaginer sans le garçon. Claire, lors d'une séance solo, perçut le malaise. « Théo, vous semblez distant. Parlez. » Il mentit, évoquant seulement le stress familial, mais la thérapie devint un mensonge de plus dans sa tourmente. Mais arriva avec ses parfums de jasmin et ses manifestations pour les droits LGBTQ+ dans les rues de Paris. Théo proposa à Émeric de rejoindre la marche des fiertés, un geste pour normaliser leur lien. Le garçon accepta, excité, revêtant un t-shirt arc-en-ciel acheté en ligne. La journée fut un tourbillon de couleurs et de cris, bannières flottant au vent, drag queens en talons hauts, couples enlacés défiant les regards. Émeric, main dans la main avec Théo au sein de la foule, se sentit invincible. « Regarde-nous, dit-il, hilar, sous le jet d'un canon à eau festif. Une famille. » Mais la joie fut de courte durée. Au milieu de la parade, un appel de la tante d'Émeric brisa l'euphorie, les services sociaux en quête. Quelqu'un a signalé des irrégularités dans votre garde. Théo pâlit, rangeant son téléphone. Qui? Victor, peut-être, ou un voisin suspicieux flairant l'ambiguïté de leur regard. Émeric, sentant le changement, pressa, qu'est-ce qui se passe? Théo éluda, rien d'important. Mais intérieurement, la peur l'étreignit, une inspection pourrait tout révéler, détruire leur fragile sanctuaire. Cette nuit-là, la passion refit surface. Émeric, encore imprégné de l'énergie de la marche, attira Théo dans sa chambre sous prétexte de montrer un nouveau dessin. La porte close, il se tourna, les yeux brûlants, « Je t'aime. » Vraiment. Théo, hypnotisé, céda. Leurs corps s'unirent dans une étreinte hésitante, exploratrice des caresses timides, des murmures étouffés, un pas de plus dans l'abîme. Ce fut tendre, presque sacré, mais au climax, la réalité frappa Théo comme un uppercut. Il se retira, haletant, les larmes aux yeux, on ne peut pas continuer. C'est mal. Émeric, nu et vulnérable sur les draps, se rebiffa, mal pour qui? Pour la société? Pour papa? Théo s'habilla à la hâte, fuyant vers le salon. Pour nous. Ça nous ronge. Le garçon le suivit, enveloppé dans une couverture, suppliant, ne me rejette pas encore. Théo, brisé, céda à nouveau, mais cette fois, ce fut une nuit entière de confessions charnelles, où l'amour se mêla au désespoir. À l'aube, enlacés, ils promirent de se battre, trouver un thérapeute pour couples atypiques, peut-être même quitter la France. L'illusion dura jusqu'à l'inspection sociale, une semaine plus tard. Une assistante nommée Madame Leclerc arriva à l'improviste, notant les détails, l'appartement impeccable, les notes d'Émeric en hausse, mais aussi les regards trop intimes, les silences lourds. Le garçon semble attaché, commenta TL, un sourcil levé. Théo, souriant nerveusement, assura, c'est de la gratitude.
Émeric, interrogé seul, mentit maladroitement, rougissant sous les questions sur son bien-être. Le rapport fut mitigé, garde provisoire maintenue, suivi renforcé. Soulagés mais échaudés, ils décidèrent de l'évasion rêvée. Théo contacta un ami à New York. Ironie du sort, un ex-amant reconverti en agent immobilier ou pour un visa et un appartement. « Viens avec ton neveu » écrivit l'ami. L'Amérique pardonne tout. Émeric, emballant ses dessins, vibrait d'excitation, on recommencera là-bas. Sans jugement. Théo, signant les papiers, se convainquit que c'était la solution à un nouveau départ, où leur amour pourrait s'épanouir loin des regards parisiens. Mais le destin, cruel, intervint sous la forme d'une trahison inattendue. Lucas, le fidèle ami, avait surpris une conversation murmurée lors d'une répétition. Jaloux de l'intimité d'Émeric, ou peut-être guidé par une morale rigide, il alerta anonymement les services sociaux, fournissant des détails accablants, ils dorment ensemble. L'enquête s'emballa, une perquisition fut ordonnée. Théo rentra un soir pour trouver la police à sa porte, Émeric menotté, les yeux fous de terreur. « Qu'est-ce que vous faites » hurla Théo, se débattant contre les agents. La scène fut un cauchemar, Émeric arraché de ses bras, accusé de relations inappropriées avec un mineur, Théo arrêté pour suspicion d'abus. Les voisins, attirés par le tumulte, murmuraient derrière les rideaux. Au commissariat, séparés par des murs de béton, Théo niant tout, Émeric protégeant son oncle par des mensonges éperdus. « C'est ma faute » sanglota le garçon lors de l'interrogatoire. « Je l'ai forcé. » Mais les preuves s'accumulaient, message tendre sur le téléphone d'Émeric, le carnet de dessins confisqué. La nuit en cellule fut un enfer pour Théo, souvenir de leur premier baiser, de la plage normande, tournée en armes contre lui. Libéré sous caution le lendemain, il courut à l'hôpital où Émeric avait été placé sous observation psychiatrique. Le garçon, sous sédatif, murmura à travers les barreaux du lit, « Je t'attendrai. Quoi qu'il arrive. » Théo, le cœur en lambeaux, jura, « Je vais tout arranger. » Mais l'affaire prit une ampleur médiatique, un tabloïd titra « Inceste gay au cœur de Paris », anonymisé mais reconnaissable. La trahison de Lucas fut révélée par un appel anonyme. Le garçon, rongé par la culpabilité, avoua à Claire, qui alerta Théo. La colère fut viscérale, Théo confronta Lucas dans un café du quartier latin, le poing serré. « Pourquoi » Lucas, larmoyant, balbutia, « Je pensais le protéger. » « Vous étiez toxique. » Théo, retenant un coup, partit sans un mot, mais la blessure saignait, même les amis trahissaient, dans ce monde hostile à leur amour. L'audience au tribunal fut un calvaire. L'avocat de Théo plaida la diffamation, l'absence de preuves physiques, l'amour familial mal interprété. Émeric, autorisé à témoigner, parla d'une voix ferme, « Théo m'a sauvé. Sans lui, je serais mort. » Les juges, émus mais prudents, ajournèrent, enquête approfondie, thérapie obligatoire. Libéré temporairement, Émeric revint à l'appartement sous surveillance, mais l'atmosphère était empoisonnée aux caméras cachées, visite surprise. Dans cette prison dorée, leur passion se mua en désespoir. Émeric, marqué par l'humiliation publique, se replia, Théo, harcelé par les médias, perdit des clients, son monde professionnel s'effondrant. Une nuit, après une énième inspection, ils s'effondrèrent ensemble, on fuit maintenant, décida Théo, emballant des sacs pour l'aéroport. Mais au contrôle, les autorités les attendaient, alerte internationale. Émeric fut emmené en foyer sécurisé, Théo, seul, hurla dans le hall désert, « Revenez-moi !» La séparation fut une amputation. Théo, assigné à résidence, erra dans l'appartement vide, les murs résonnant d'échos absents, le rire d'Émeric, le cliquetis de ses crayons. Les nuits étaient pires, hantées par des cauchemars où le garçon l'appelait depuis l'abîme. Il consulta un avocat flamboyant, un spécialiste des affaires queer, qui promit, « On va les traîner en justice pour diffamation. » Et pour avoir ignoré ses tentatives passées. Les preuves s'accumulèrent, témoignages de Claire sur la vulnérabilité d'Émeric, rapports médicaux prouvant l'absence d'abus physiques. Pendant ce temps, Émeric, relégué dans un foyer de province, luttait pour sa santé mentale. Les murs gris, les murmures des autres pensionnaires, ravivaient ses vieux démons. Il écrivait des lettres à Théo, interceptées par les surveillants, des pages déchirantes où il décrivait ses rêves d'Amérique, de liberté. « Souviens-toi de la scène sous la pluie » concluait-il. « C'est nous, mouillés, mais vivants. » Une lettre passa les mailles du filet, livrée par un aide-soignant compatissant, Théo la lut en sanglotant, jurant de le sortir de là. La contre-attaque vint de l'intérieur, Lucas, consumé par le remords,
témoigna en faveur de Théo lors d'une audience intermédiaire. « J'ai mal jugé, avoua-t-il, les yeux baissés. Ils s'aiment, mais pas comme on pense. C'est protecteur, profond. » Le revirement fit basculer l'opinion, les médias, sentant le scandale tourner, décrivirent l'affaire comme une tragédie familiale mal comprise. Victor, l'éditeur prédateur, fut lui-même épinglé pour harcèlement passé, détournant l'attention. L'audience finale, en juillet sous un soleil implacable, fut un théâtre de passion. Émeric, amené menotté, s'adressa au juge d'une voix assurée, « Théo n'est pas mon bourreau, il est mon sauveur. Notre amour est pur, même si le monde le salit. » Théo, au pupitre, parla de son propre parcours, l'abandon initial, la rédemption, la peur d'aimer sans limite. « J'ai refusé d'élever le fils de mon frère parce que je fuyais ma vérité. Sa sexualité cachée m'a forcé à affronter la mienne. Ensemble, nous guérissons. » Les larmes du magistrat principal scellèrent le verdict, garde restaurée, avec suivi thérapeutique, et une recommandation pour une relation un que ne veut renforcer, sans connotation romantique. Libéré, Émeric courut dans les bras de Théo dans le couloir du palais de justice, un étreinte chaste mais électrique sous les flashs des photographes. « C'est fini, » murmura le garçon. Théo, le serrant fort, répondit « non. Ça commence. » Ils rentrèrent à Paris, mais l'appartement, marqué par le drame, sembla étouffant. Théo vendit tout, accepta l'offre new-yorkaise, un loft à Brooklyn, un job dans une agence d'architecture verte. Émeric, émancipé à 16 ans pour ses études, les suivit, visa étudiant en poche. L'Amérique les accueillit avec sa frénésie bienveillante, gratte-ciel miroitant, parc verdoyant, une communauté queer ouverte où les tabous s'effilochaient. À New York, ils reconstruisirent, thérapie de couple platonique avec un psy progressiste, qui valida leur lien comme familial queer, non sexuel. Émeric s'inscrivit à une école d'art à Manhattan, exposant bientôt ses dessins dans une galerie de Chelsea d'étoiles où l'amour caché se muait en lumière, inspiré de leur Odyssée. Théo, libéré des chaînes françaises, rencontra des hommes sans honte, dîners tendres, nuits passionnées, mais toujours avec Émeric en toile de fond, un pilier non romantique. Le garçon, grandissant en jeune homme confiant, eut ses propres amours, un étudiant canadien nommé Alex, aux yeux rieurs, qui devint un frère d'adoption. « Tu es mon encre, » dit Émeric un soir, sur le rooftop de leur loft, face à l'Hudson scintillant. Théo sourit, posant une main fraternelle sur son épaule, « Et toi, ma rédemption. » Pourtant, l'ombre du passé plana toujours. Un automne, lors d'une visite à Paris pour affaires, Théo croisa Lucas dans un café. L'ex-ami, vieilli prématurément, s'excusa platement, « J'ai cru bien faire. » Théo, sans amertume, répondit, « Le pardon, c'est américain maintenant. » Émeric, resté à New York, envoya un texto, « Rentre vite. La vie nous attend. » Le dénouement vint un soir de Thanksgiving, entouré d'amis métissés, d'indes rôties, pumpkin pie, rires fusant sous les guirlandes. Émeric, à table, leva son verre, « À la famille qu'on choisit. À l'amour qui guérit. » Théo, les yeux humides, trinqua, sentant enfin la paix. Leur histoire n'était pas un conte de fées marqué par le refus initial, la découverte mutuelle, la trahison cuisante mais une tapisserie humaine, tissée de fils dramatiques et tendres. Des années plus tard, Émeric, artiste accompli, exposerait une série intitulée L'héritage caché, portrait d'un oncle aux yeux verts, d'un père fantôme, d'un amour transcendant les étiquettes. Théo, quinquagénaire serein, écrirait un mémoire anonyme, plaidant pour une société qui embrasse les nuances de l'affection. Ensemble, ils marcheraient sur le Brooklyn Bridge au crépuscule, la ville éternelle en fond, prouvant que même les amours les plus tourmentés pouvaient fleurir en humanité profonde, romantique dans sa résilience, dramatique dans sa vérité nue. Et sous les étoiles d'un ciel américain, Théo murmurerait à l'oreille de son neveu devenu frère, « Je n'ai pas regretté de t'avoir élevé. » Jamais. Émeric, serrant sa main, répondrait simplement, « Moi non plus. »